ça prend du temps parce que là, c'est vraiment, quand on parle de standardisation, c'est vraiment tout au gramme. Gramme précis, là. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer, là. C'est pas que tu te lèves, là. Si tu as décidé que tu mets 10 grammes de sel, là, c'est 10 grammes de sel, là. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui, oh, je mets 15 grammes. Non, ça ne marche pas parce que tu as standardisé ta recette, ce qui fait que toute personne qui vient, et ce qui est très important, et qui est relativement dangereux. Donc, moi, le conseil que je donne aux entrepreneurs, surtout aux petits entrepreneurs qui ont des petites compagnies, vous pouvez standardiser vos recettes, mais ne donnez pas vos recettes standardisées. C'est votre recette standardisée à vous. Le jour où il y a expansion, ben, combien de personnes ont vendu leur recette standardisée? Je pense que beaucoup de personnes vendent leur recette dans tous les métiers, dans toutes les filières. Il y a quelque chose. Par exemple, oh, je t'achète ton projet, je t'achète ton plan, je t'achète ceci, je t'achète cela. Mais c'est une standardisation en tant que telle que tu as faite. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, si j'ai fait mes recettes standardisées et que c'est mon produit, si quelqu'un veut, par exemple, si aujourd'hui, par exemple, Loblaws vient me voir, mais ils l'ont fait, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'il y a un certain moment où ils achetaient des produits chez certaines personnes, surtout pour amener la diversité. Donc, ils ont acheté ces recettes standardisées. Donc, moi, je le conseille à tout le monde. Lorsque tu veux franchiser, même pas. Ouais, c'est ça, franchiser. Ouais, tout ça, c'est plus ça. Donc, moi, il y a une question qui revient beaucoup dans ce que tu as dit. Et je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que la restauration, comme tout autre domaine également, il y a un aspect culturel qui englobe ça? Je m'explique. Moi, je pense que oui, dans le sens où, pour reprendre sur l'exemple de McDo, lorsque tu regardes au Canada, ils vont s'adapter à la culture, à la communauté, au marché. Ça revient aussi du marketing et tout, oui. Mais par exemple, ici, on sait qu'au Canada, il y a cet amour-là pour la poutine qui représente le pays. Donc, naturellement, dans leur menu, ils vont proposer de la poutine. Tu pars comme en France, si je ne me trompe pas, ils proposent des macarons. Tu vois, en Inde, je pense qu'il y a comme des menus végétariens, parce qu'il y a beaucoup de végétariens. Donc, en fonction, en fait, du milieu où tu te développes, même si on part, par exemple, en Afrique, ton quartier, ta commune et tout, il y a toujours une identité qui est directement liée à ta clientèle directe, celle qui est sur place, dans un premier temps, auquel, tu dois, comment on va dire, t'identifier dans un premier temps. Tu dois améliorer, adapter, c'est le mot idéal, adapter les choses par rapport à toi, ce que tu proposes, pour que ça représente et pour que les gens puissent se voir plus facilement dans tes produits et services. Qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça? Très, très bonne question. Moi, ce que j'en pense, je suis... Comment je pourrais me définir? Moi, je suis très... Je dirais, je suis un peu la vieille école. Donc, je suis très, très traditionnaliste, disons. Quand, par exemple, McDo, il s'adapte à différents pays, c'est vrai. Ils viennent s'adapter à différents pays. Mais McDo ne se perd pas. Ne perd pas son identité. Quand tu arrives à McDo, c'est quoi McDo pour toi? Quand tu entends McDo, qu'est-ce que tu entends? Burger. C'est burger. Donc, c'est sûr que c'est toujours bon de t'adapter. L'adaptation, c'est très important. Mais la chose que moi, je ne veux pas, que je déconseille à toute personne, surtout si tu fais un restaurant avec une entreprise avec une identité bien précise. Par exemple, moi, je prends mon cas. Par exemple, moi, Chef Factory, c'est la cuisine authentique sénégalaise. Donc, je reste dans mon authenticité du Sénégal. Donc, dans mes recettes du Sénégal. Donc, je ne vais pas changer. Je vais m'ouvrir un peu. Mais je peux faire une poutine sénégalaise. Définitivement. Ok. Je peux créer la poutine sénégalaise. Il n'y a aucun problème. Je peux créer un curry sénégalais. Mais je ne sais pas pour certains pays. Mais par exemple, moi, je ne suis pas très... quand je prends le cas du Sénégal, le Sénégal, j'ai l'impression qu'on a eu une influence de beaucoup de pays. Le curry, là, on le mange. Moi, j'ai grandi en mangeant du curry, ne sachant pas que c'était indien. J'ai mangé le couscous marocain. On sait que c'est marocain, on s'entend. Donc, on le mange.
Il y a certains plats, par exemple le burger, il y en a aussi au Sénégal. C'est sûr que ça, ils ont été adaptés à nos réalités. Par exemple, nous, nos burgers au Sénégal, on te met tous les frites dedans, tu as les œufs, tu as tout, la panoplie du burger. Il y a ce full burger là. Full option là. Donc, ici tu viens, tu es obligé de manger les frites, tu manges. Non, là-bas, tu as tout dans le pain. Ce n'est pas mauvais. Mais je pense que McDo, avant de pouvoir faire ça, ils se sont d'abord identifiés. Il est très très bon de savoir qui tu es. C'est vrai, définitivement. Donc tu te démarques, tu sais que c'est ça que toi tu veux représenter. Et après cela, au fur et à mesure, tu ajoutes des choses. Donc moi, je l'ai fait. Je l'ai fait même avec Chef Factory. À un certain moment, je le faisais par exemple chaque semaine. Les 3 semaines, je faisais les 3 plats principaux. Et puis, l'autre semaine, je faisais une viande différente. Je faisais le canard. J'ai fait les cailles. Donc, c'est toutes des viandes qui vont ramener un peu ce côté canadien ou ce côté là où tu es. Tu peux le faire, mais il faut quand même toujours rester... Moi, je dis il faut toujours rester... Parce que en voulant s'ouvrir comme ça à d'autres options, tu peux te perdre. Facilement. Très, très facilement. Tu peux perdre carrément ta vision. On peut ne plus te retrouver. C'est ça, mais... On peut ne plus te... Par exemple, les gens qui vont dire, ben, ok, je vais à Bread Bro, je vais à Chef Factory parce que je veux manger un bon chef. Mais ils arrivent, et puis dans leur chef, là, ils sentent un peu un goût qu'ils ne connaissent pas. C'est un peu comme du riz cantonné là-bas. Voilà, ils sentent un peu un riz cantonné. Ils sont un peu... Ben, c'est sûr qu'au Sénégal, il y en a qui vont mettre un peu de curry, on va se retrouver, mais... Tu vois, ils vont être un peu perdus. Un peu trop dénaturé. Un peu, voilà, on ne peut pas... Parce que tu as quelque chose en tête. C'est sûr que tu peux le faire, mais je te dirais qu'il faut que ce soit en option à côté. Et puis, je me dis, par exemple, moi, quand je vois Bread Bro, toi, tu es facilement Bread Bro, même quand je suis allé au Burkina, mais il y a le Bread Bro végétarien, là. Il y a le pain brochette végétarien. Mais dans tous les pays, on l'a. Il y a le pain condiment, mais il y a surtout le pain brochette de... C'est ça. Le pain soja. Donc, il y a le pain soja. Donc, ce qui fait que je me dis que quand moi, je suis sénégalais, je veux représenter. Quand tu te dis que tu veux représenter une certaine culture, reste sur cette culture pendant un bon bout de temps. Que les gens puissent te connaître. Tu as une identité. Que les gens puissent t'identifier. Et puis après, tu t'ouvres. Aujourd'hui, quand on regarde McDo, là, ils sortent plein de choses. Ils sortent toutes les sauces épicées, ceci, taille par là. Mais ça leur a... Même saisonnier. C'est saisonnier. Voilà. Tu peux avoir ces menus saisonniers. Par exemple, si tu sais qu'au Canada, par exemple, durant l'hiver, ben, c'est beaucoup de pommes de terre. Il n'y a pas beaucoup de légumes, c'est cher. Ben, là, tu peux développer. Tu peux se dire, ben, ok, j'ai ma poutine ça, parce que tu sais que c'est moins cher. Et c'est ça aussi, en tant que, ben, moi, dans la restauration, c'est vraiment ça aussi. C'est très, très bon. Ben, ça, je l'ai appris dans la gestion. C'est aussi bon de savoir ce qui se passe dans ton environnement. Quand tu établis un menu, ben, nous, on n'a pas cette chance. Ben, si, on a quand même cette chance, parce que même en Afrique, par exemple, j'ai vu, par exemple, quand moi, pour mon mariage au Burkina, quelque chose que je n'aime pas, un légume que je n'aime pas du tout, c'est le haricot vert. Quand ma belle-mère m'a dit, oh, c'est la saison des haricots verts, il faut qu'il y ait les haricots verts au menu. J'ai dit, oh, c'est pas possible. Est-ce que c'est une obligation? Mais parce que c'était la saison et c'était moins cher. Donc, il faut pouvoir s'acclimater. Donc, ça, c'est quelque chose de très important quand tu veux avoir ta vision. Je ne sais pas, est-ce que je réponds à la question, est-ce que c'est dans ton sens ou j'ai dévié un peu? Si j'ai dévié, ben, ramène-moi. Non, je pense que c'est correct en vrai. C'est ça. Donc, je suis ouvert à l'ouverture, mais pas à la grande ouverture. Moi, j'attendrai pour quelqu'un qui veut commencer. J'attendrai d'abord, surtout quand, par exemple, moi, je me dis, je suis sénégalais. Dans un pays où il y en a qui ne savent même pas c'est où le Sénégal. Je veux d'abord leur présenter c'est quoi le Sénégal. Je veux les amener au Sénégal. Et puis après, parce que tu penses que quelqu'un, quand tu prends le cas d'un touriste, quand tu es touriste, que tu es dans un pays que tu ne connais pas, est-ce que tu veux aller manger ou tu vas aller découvrir ce que tu connais? Non.
tu veux découvrir quelque chose de nouveau. Donc, quand tu t'identifies entrepreneur, restaurateur ou comment dirais-je encore, ou designer, ou quel qu'en soit ce dont tu veux, il y a certaines filières où il est très important de rester carré. Et après, peut-être s'ouvrir un peu. Mais il y en a d'autres aussi, tu es obligé de t'ouvrir un peu partout, d'ouvrir ton horizon un peu partout. Par exemple, je ne dirais pas à un photographe, il a son style. Il a son style, mais je suis désolé, il faut que tu puisses aller avec la tendance, là. C'est ça. Si tu es un photographe, je t'appelle, je te dis que je veux, par exemple, quelque chose d'abstrait, quelque chose de beau, quelque chose de 2024, et que tu me ramènes le modèle 2015, 2008, toi et moi, on va pas s'entendre, je ne t'appellerai plus, tu seras out, là. Donc, il y a certaines filières qui, malheureusement, n'ont pas le choix que d'évoluer avec les tendances, mais il y a certaines filières aussi qui seraient bonnes de pouvoir rester dans nos cultures, de pouvoir rester là où nous sommes. Moi, je suis content quand je vois qu'en ce moment, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup de foires où nos habits locaux sont mis en valeur. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc là, maintenant, on l'a. Donc, c'est très important. Je pense qu'il y a définitivement, avec le temps, un désir de tous les gens de retour aux sources. De retour aux sources. Et donc, les entrepreneurs devraient justement prendre effet dessus. C'est ça. Et la question que moi, ça m'amène à me poser, c'est... Parce que là, on a compris le parcours depuis, on est allé dans beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi l'aventure Chef Factory? C'est ça. Parce que, c'est quoi l'aventure Chef Factory parce que dans la mesure où oui. j'ai compris que Chef Factory a commencé avec l'aspect de Covid. Oui. Mais au-delà d'un besoin de se remettre en activité, Chef Factory a un esprit. C'est une volonté, c'est une vision. Je dis, oui, c'était dans un moment entendu, il fallait justement renflouer les caisses, avoir une certaine stabilité. Mais c'est un projet que tu as porté à cœur avec une ambition, des valeurs que tu veux représenter, des goûts, des saveurs. Donc, c'est quoi le projet Chef Factory? Et qu'est-ce qu'on doit s'attendre à Chef Factory dans l'idéation que tu veux que les clients aient? Et aussi, si je veux manger du chef, pourquoi c'est à Chef Factory que je devrais aller? Là, je vais commencer peut-être par lui, sa réponse. Qu'est-ce que c'est que le Chef Factory? Pour moi, Chef Factory, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la manière de faire, dans les recettes. C'est sûr que j'ai des techniques. J'ai pu, dans le chef, chaque étape, j'ai pu identifier, parce que s'il y a des techniques dans chaque, je suis capable de dire quelles sont les différentes éthiques. Qu'on le veuille ou non, là, nos grand-mères, nos mamans, là, c'est des chefs cuisinières, c'est des cuistots. Elles ne savaient pas, elles n'avaient pas de formation, ou ils ne savaient pas. Eux, ils ont appris à cuisiner, mais ils ont toutes les techniques. C'est vrai. Ils savent tout. Donc, tout ce que nous apprenons dans nos cuisines, là, la cuisine africaine, dans toutes les cuisines, dans toutes les gastronomies, c'est vraiment technique, c'est vraiment culinaire. Donc, il n'y a pas une technique, il n'y a pas une cuisine que moi j'ai vue qui ne rappelle pas une certaine technique culinaire. Quand je parle de technique culinaire, moi je me rappelle toujours à la cuisine française, parce qu'on sait que la cuisine française, c'est elle la mère de toutes les cuisines. Donc on se réfère vraiment à la cuisine française. Mais quand tu viens à Chef Factory, c'est l'authenticité. Donc, c'est le chef que tu mangerais à Dakar. Et c'est ce que tous mes clients me disent. Donc, moi, j'ai malheureusement, heureusement ou malheureusement, où je fais partie de l'ancienne école, où moi, j'ai vu les tendances, j'ai vu les grand-mères cuisiner, j'ai vu les ménagères cuisiner. Ces générations, pour certaines d'entre elles, elles ne sont même plus vivantes. Donc, ce qui fait que c'est vraiment la cuisine grand-mère. Chef Factory, là, c'est grand-mère, parce que c'est ce à quoi j'ai été formé. Grand-mère et cérémonial. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient manger à Chef Factory, c'est comme quelqu'un qui mangerait dans un baptême ou dans un mariage ou dans une grande cérémonie. Donc moi, j'ai plutôt la méthode de cuisine grande cérémonie, donc les saveurs grande cérémonie. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui viennent commander à Chef Factory se disent, mais ça me rappelle la cuisine du Sénégal. Ça me rappelle vraiment, ça me ramène loin. Et c'est vraiment cela que moi, j'essaie de ramener dans mes techniques. C'est sûr que de retransmettre. Donc, merci, ça c'est vraiment très important. Donc, j'essaie de garder cette technicité traditionnelle, mais je modernise un peu, mais je garde toujours les tendances traditionnelles. De nos jours, ce que j'ai remarqué, c'est que les cuisines de maintenant ont beaucoup changé. Quand je regarde même des fois des vlogs de cuisine, je dis, mais waouh, ça a évolué. Je ne l'aurais pas fait comme ça.
je le ferai comme ça. Moi, c'est comme ça que je cuisine traditionnellement. Donc, ce qui fait que c'est vraiment cela. Est-ce que c'est un mythe ou c'est vrai que moi, j'ai mon avis là-dessus, mais tu me diras, lorsque tu suis une recette, l'ordre compte. C'est-à-dire, si tu balances, c'est toujours la même recette, mais tu mets les légumes avant l'eau ou l'eau avant les légumes, ce n'est pas le même goût. Oui. Ce n'est pas le même goût et c'est un mythe. Et le même goût, la saveur là, les mains sont différentes. C'est au niveau des mains. Ok. Je peux faire un cours. On peut être ensemble faire un cours. Vous allez observer comment j'ai cuisiné. Vous allez prendre des notes. Vous allez bien regarder, vous allez bien observer. Vous allez reprendre. Ton tchèp et son tchèp et mon tchèp n'auront pas le même goût. Ce sera 3 tchèps différents. Pourquoi? Et nous, on l'apprend en cuisine, on l'apprend à nos étudiants. C'est le jugement. Par exemple, surtout quand c'est en cuisine. En pâtisserie, c'est un peu plus technique, donc tu n'as pas le choix. Mais par exemple, en cuisine, on va te dire tu vas faire mijoter, par exemple, 45 minutes à feu doux. Ton feu doux, mon feu doux et ton feu doux sont totalement différents. Donc aujourd'hui, l'évaporation que tu vas avoir de ton liquide risque d'être différente. Ta saveur risque d'être différente. Surtout quand tu n'as pas un grammage bien précis. Tu mets du sel. Toi, tu aimes salé. Moi, je n'aime pas salé. Toi, tu n'aimes pas du tout salé. Moi, j'aime salé. Lui, il aime très, très salé. Donc, tout ça, ça change. Ça influe. L'influence, c'est vraiment au niveau des mains. Dis-toi que ta main, là, chaque main a une manière de cuisiner. Ouais. Donc, il y aura un goût. Chaque main a sa saveur. A sa saveur. Donc, chaque main a sa saveur. Il y a des mains qui n'ont aucune saveur. Il y a des mains aussi qui ont beaucoup de saveur. Oui, mais il faut le dire. Il y a des mains qui n'ont aucune saveur. Et il y a des mains, par exemple, moi, aujourd'hui, ma maman, il y a une manière dont elle prépare la sauce. Je suis incapable. J'aime manger cette sauce-là. Je suis incapable de la faire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, en tout cas, nous, à la maison, tu aimes beaucoup la nourriture de maman à la maison, mais la même chose qu'elle te propose à la maison, lorsque tu le manges chez la femme qui est au bord du goudron, qui vend, dehors, c'est bon. Pas que c'est plus bon, mais c'est une certaine saveur que tu ne retrouves pas à la maison. Bon, ça, il y a plusieurs... Le street food. Le street food. Il y a beaucoup de... Franchement, je ne sais pas comment expliquer. Ça c'est un mythe. Je pense que, comme on le dit, les gens disent, c'est un peu de la poussière, un peu de la salive, un peu de je sais pas quoi, un peu du goudron, un peu de la fumée, un peu de je sais pas quoi. Je sais pas. Je ne peux pas te dire. Franchement, j'aimerais savoir, hein, mais je ne sais pas. Ça, c'est vrai que street food, là, il y a quelque chose dedans. Mais le secret, je ne sais pas. Ben, qu'on le veuille ou pas, il y a certaines choses qui ne sont pas respectées. Tu vois, il y a certaines mesures d'hygiène qui ne sont pas respectées. Il faut se le dire. Disons-nous la vérité. Il y a beaucoup il y a l'environnement aussi. Hein. Il faut se dire que des fois aussi, ces femmes, elles vont cuisiner dans un environnement ouvert. L'air qui circule. Les légumes qu'elles vont utiliser. Parce que des fois, il faut se dire qu'aussi dans les nourritures de rue, elles vont pas souvent chercher la qualité. Hein. Elles vont chercher vraiment ce qui est vraiment... Ce qui est accessible. Tandis que nous, par exemple, on va aller... Par exemple, tu vois, elle va aller chercher peut-être la viande là, qui a duré là-bas. Alors peut-être que toi, ta maman, elle va dire, oh non, moi, je vais chez le boucher. Dans le boucher bien climatisé... Ben alors qu'elle achète sa viande chez le gars là-bas, les mouches sont dessus, il a son tout là, et puis tape là comme ça. Tu vois? Et puis, donc c'est la différence. Donc je ne peux pas expliquer ça vraiment. Mais je sais que, franchement parler, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais comment expliquer? Je ne sais pas. Peut-être que c'est la manière, c'est la marmite aussi qu'elle a toujours utilisée, c'est ce qu'elle utilise. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Mais je sais que c'est bon. Franchement parler. Je peux dire ça. La question que moi ça me pose, c'est que tu vois, tu as été chef. Oui. Donc tu as été en arrière des cuisines, tu sais ce que tu as à faire pour que la cuisine sorte et puis les gens sont sur leur table, ils mangent.
Maintenant, dans l'expérience Chef Factory, c'est quoi la différence entre être chef où tu es derrière la cuisine, tu as tes calculs, tu sais comment ton sous-pied, lui, doit faire la soupe ou quoi. Mais là, maintenant, en toi qui est derrière la commande où tu fais tout et tu gères également l'interface, quoi qu'on dise à la fin. C'est quoi, quelle est la différence d'expérience qu'on a? La différence d'expérience, c'est que quand tu travailles, par exemple, c'est quand tu travailles avec des employés, quand tu as des employés et qui exécutent. Là, c'est quelque chose de standardisé que tu leur as donné. Donc, eux, c'est selon leur compréhension, c'est selon leur jugement qu'ils vont cuisiner. C'est selon ce qu'ils vont lire. C'est selon les recettes que tu leur as données qu'ils vont exécuter. Tandis que toi, tu connais la recette. Des fois, moi, je n'ai pas besoin de recettes pour faire certaines choses. Donc, il y a certaines techniques que je vais faire, je vais travailler. Franchement, moi, je suis la personne qui ne veut pas être dehors. Je suis le chef qui ne veut pas être... Je ne veux pas être dehors avec les clients. Je veux être derrière. Je veux être celui qui va cuisiner. Et je veux être cette personne, je te dis, amène-moi ça, et puis je cuisine. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai toujours l'impression que quand moi, je ne sais pas moi qui ai fait, il y a toujours quelque chose qui va me manquer. Donc, ce qui fait que je pose toujours un regard. Donc, je vais toujours mettre mon grain de sel. Je vais toujours essayer de regarder, de mettre quelque chose. C'est difficile. L'idée là, c'est très, très difficile. Mais aussi, faire tout, c'est très, très difficile. Tu ne peux pas toujours tout faire. Mais, moi, dans Chef Factory, je suis le cuisinier. Je suis celui qui va faire toutes les recettes. Par exemple, mon épouse, c'est elle vraiment qui me soutient. Vraiment, et je salue à travers ici toutes les femmes qui soutiennent leur mari. Un bon applaudissement. Et tous les hommes et toutes les femmes tous les partenaires qui soutiennent leur compagnon, leur conjoint entrepreneur, parce que c'est pas facile. Ce sont les premiers critiques. C'est sûr que c'est eux qui sont capables de se dire la vérité. Mais moi, dans mon cas, par exemple, à Chef Factory, je fais tout. Par exemple, je vais faire toutes mes recettes. Je vais faire toutes les recettes, je vais faire toutes les marinades. Et puis, quand j'ai terminé, je vais donner à mon époux. Je dis, ben là, maintenant, tu vas terminer ça, tu vas faire ceci. Donc, je la guide. Il y a certaines choses que je ne lui donne pas encore accès. Je ne lui donne pas encore cette responsabilité. Et c'est la même chose pour les cuisiniers. Il y a certaines choses que tu ne veux pas donner accès. Pourquoi? Parce que tu veux t'assurer que... C'est pas que tu ne leur fais pas confiance, mais c'est quelque chose que tu veux garder en toi. Tu veux te sentir aussi utile. Des fois, tu peux toujours tout donner et puis après, tu te sens pas... Tu te dis, mais moi, je n'ai rien à faire. Je ne suis pas cette personne qui va être là en train de m'asseoir et puis je vais regarder les gens faire... Je veux mettre la main à la pâte. Donc, et ça, c'est la passion. Donc, quand tu es passionné, tu veux continuer à mettre la main à la pâte. Quand on regarde les grands-mères, même si elles sont assises sur leur banc, elles veulent être toujours là à suivre. Et ça, c'est la passion. Il y en a qui sont pas passionnés et ils sont prêts à donner facilement. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, Chef Factory, c'est mon bébé. Donc, pour le moment, je le garde pour moi très, très fort. Et puis, mes employés que j'ai, je leur donne ce que je suis. Je sais qu'ils seront capables de faire. Ceux qui, par exemple, quelque chose qui ne va pas encore gâter, moi, mon image. Parce que quand tu es un petit entrepreneur, entrepreneur où tu n'as pas encore tout standardisé, tu n'es pas encore arrivé au domaine où tu as plusieurs succursales, tu as encore quand même ce contrôle. Tu peux contrôler ce que tu fais et tu es encore capable de le faire. Donc moi, ça ne me dérange pas, par exemple, de faire, par exemple, 10 litres de marinade, 20 litres de marinade, je mets ça dans les pots, toi, tu utilises juste. Toi, tout ce que je te demande de faire, c'est que tu marines. C'est tout ce que moi, je te demande. Je n'ai pas... Et encore une fois, ça aussi, en tant qu'entrepreneur, c'est un conseil. Gardez vos recettes. Ne donnez pas vos recettes n'importe comment. Parce que aujourd'hui, combien de personnes sont mal intentionnées? Ils vont s'approcher de toi juste pour avoir ta recette. Même à mon épouse. Mon épouse va savoir, mais elle ne sait pas tout. Elle sait, je sais qu'elle ne va pas me vendre parce que je sais qu'il y a cette honnêteté. Mais même à ton conjoint, parce que on touche du bois, tu n'es pas appelé à rester avec ta conjointe. Peut-être que ta conjointe peut te quitter et puis elle a ta recette et puis c'est foutu là. Et puis là, elle te concurrence et puis c'est... Donc, vous pouvez donner un petit... Moi, je donne toujours des recettes, mais il y a toujours un secret que je garde. Oui, c'est comme... Tu peux par exemple citer des articles. Des ingrédients, oui.
Mais, par exemple, et ça se voit sur les boîtes. Oui. Tu as la liste des ingrédients, mais tu peux acheter tous ces ingrédients-là peut-être, mais tu n'as pas le dosage. Tu n'as pas le dosage, tu n'as pas le grammage, tu n'as pas la méthode. C'est sûr que tu peux donner tu peux donner ton grammage, tu peux donner ta recette, hein, mais il y a dans la méthode. Oui, est-ce que ça a été pris cru? Est-ce que ça a été ramolli un peu? Il y a plein d'éléments qui jouent. Et c'est ça vraiment, tu dois garder beaucoup pour toi. Parce que parfois, il est quand même important de pouvoir dire au client ce qu'il y a dans son plat. Mais il n'a pas besoin de savoir quelle a été la méthode que tu as eu à exécuter pour pouvoir avoir ton produit final. Ça. Et c'est très, très important. Et moi, je le dis toujours, je le dis haut et fort, c'est pas pour être méchant. Je garde, moi, je ne partage pas. Je suis pas là pour partager. C'est ton business, là. On n'est pas là pour partager. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Peut-être que quand tu vas arriver à... Il y a des lois même pour ça. Il y a des lois pour ça. Donc, quand tu vas arriver à certains milliards, tu vas pouvoir donner. Mais c'est vraiment ça que je peux te dire. Chef Factory, là, c'est l'authenticité. J'ai commencé petit, et je veux grandir. Là, je suis dans 4 ans, je rentre dans ma 5e année. Donc, est-ce que je suis là où je veux? C'est Chef Factory que je fais en ce moment n'est pas ma vision. Ma vision, je la garde pour moi. C'est ça qu'on veut savoir. Mais non, on veut le béret. Ah non, le béret, c'est pas possible. Non. Mais dans comme 5 ans, qu'est-ce que ta vision? Dans 5 ans, ma vision, c'est vraiment d'avoir plusieurs succursales. Donc, moi, mon projet... c'est vraiment d'avoir Chef Factory un peu partout. Ici au Canada ou même en Afrique? Dans le monde entier. Ok. Ben, c'est sûr que... Pourquoi je dirais dans le monde entier? Parce que dans tous les pays où tu vas, il y a quand même mes confrères et puis mes consoeurs qui sont là, qui font leur travail, qui font ce qu'ils... De nos jours, disons-nous la vérité, un peu partout là, tu peux être moins dépaysé. C'est pas comme il y a quelques années où tu pouvais aller quelque part où tu ne pouvais pas te retrouver. C'est comme les marchés africains. Dans tous les pays où tu vas, maintenant dans toutes les régions, tu vas trouver quand même un marché africain. Et quand même, Internet est quand même bon. On a les GP, on a quand même... Il y a de quoi se retrouver. C'est sûr que là, ça change un peu. Ça a un peu changé ma vision. Mais quand même, moi, je ne vois pas encore de chef dans beaucoup de centres commerciaux. Comme dans certains magasins. Donc ça, c'est quelque... Au détriment des Nigériens qui, eux... Qui commencent... Ils ont une expansion. Ils ont une expansion. C'est sûr qu'il y en a qui commencent, mais ça prend aussi des risques. Ça prend aussi des engagements. Ça prend aussi beaucoup de choses. Ça prend vraiment aussi un bon business plan. Moi, en ce moment, c'est ça que mon épouse... Je travaille beaucoup sur mon business plan. J'ai des hauts et des bas dessus. Mais c'est là que je suis encore un peu bloqué parce que j'ai beaucoup d'idées. Mais je voudrais que toutes ces idées-là puissent se réunir en un seul package pour ne pas être trop éparpillé. Mais je me dirais que dans 5 ans, Chef Factory que vous voyez comment, comme dans mon logo là, cette locomotive qui s'en va là, il faut que ça soit vraiment parti là. Donc c'est ce que je voulais dans les 5 ans là. Dans les 5 ans, je ne suis pas encore là-bas. Mon épouse, elle me taquine beaucoup. Elle me dit, ah, Chef Factory 5 ans, hein? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, je dirais pas que dans 5 ans encore, parce que là, ça fait 10 ans, je serais peut-être un peu trop vieux. Je veux quand même le faire quand même. Je me donne peut-être 2 ans, 3 ans pour pouvoir arriver là où je suis. Déjà, ça montre que l'entreprise est, comment on va dire, viable. Ouais. Parce que la durée de vie d'une entreprise... C'est 5 ans. Non, c'est 3 ans. De ce que moi j'avais vu, pour dire que l'entreprise a du potentiel à se développer. C'est vrai, c'est 3 ans, ouais. C'est 3 ans. 3 ans même, c'est même plus les startups. Oui, les startups. Oui, c'est plus pour les startups. Mais 5 ans, si tu as une entreprise qui a fait 5 ans... Parce que généralement, les bases ont été... Oui, les bases ont été... Elle n'a pas coulé. Elle n'a pas coulé. Elle a tenu... Elle peut être toujours... Elle peut ne pas être là. Tu peux ne pas être là où tu veux. Mais tu sais que tu ne t'es pas découragé. Si tu as été constant. C'est ça. Si tu es constant, c'est ça le plus important. Mais c'est sûr que quand tu veux commencer, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé Chef Factory, une fois que j'ai commencé Chef Factory, et c'est ce qui est dommage, et c'est ce que je déploie un peu. Ce que je déplore, excusez. Ce que je déplore un peu, c'est que tu vas voir quelqu'un qui a commencé son entreprise, tu vas voir quelqu'un que c'est facile, donc toi tu veux commencer. Donc moi quand j'ai commencé Chef Factory,
Il y a plein de compagnies qui ont commencé à faire le tiers partout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'étais pas inquiet parce que je me suis dit, ben, ces personnes-là, je vais voir combien de temps ça va durer. Elles ont commencé, elles ont peut-être fait feu 6 mois et puis c'était fini. Il y a certains métiers, si tu n'as pas la passion, c'est compliqué. Au moindre petit geste, au moindre petit échec, tu vas baisser les bras. Moi, face à un échec, je ne baisse pas les bras. Je continue. Parce que je me dis que c'est ma passion et je sais que je vais y arriver. Il faut persévérer. Mais il y en a beaucoup qui ne persévèrent pas. Il y a beaucoup de personnes qui voient, ils vont te voir, ils vont dire, ben, ok, je vois, Giovanni, il a fait paintball, des choses comme ça. Oh, ben, je suis sûr que je suis capable de faire mieux que lui. Donc, je vais le concurrencer, je vais essayer de faire. Mais non, tu ne sais pas ce que Giovanni a mis derrière. Tu ne connais pas le temps de travail. Tu ne connais pas son projet. Il t'a monté il t'a monté son paintball, peut-être que tu trouves insignifiant à tes yeux, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, ce qui s'en vient. Toi, tu es là, et puis... Ben, moi, j'ai dit, quand mon épouse me dit, ah, il y a ceux-là qui font... À chaque fois qu'elle voit un flyer, elle m'envoie. J'ai plein de flyers de compagnie. Mais moi, des fois, j'ai envie d'appeler ces gens. Je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu peux me partager ton expérience? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Mais je me dis à un certain moment, comment ces personnes vont le percevoir? Ils vont se dire, cela, il vient se moquer de moi. Est-ce que tu viens pour te moquer? Ah non, ce n'est pas le cas. Peut-être que si tu étais venu me demander des conseils, moi, je suis ouvert. Toi, combien de fois tu es venu me donner des conseils? Je suis ouvert. Moi, toute personne, j'aurais pu dire non, je ne te donne pas de conseils. Débrouille-toi. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de s'entraider. C'est pour ça que le retour client est super important. Moi, par exemple, à chaque fois, j'écris. Est-ce que la commande a bien été reçue? Est-ce que tu as aimé? Ou lorsque tu viens prendre ta commande, n'hésite pas à me faire un retour, tu vois. Et ça te permet de t'améliorer parce que toi, tu es trop dans la chose. Oui. Tu dois avoir une personne qui a suffisamment de recul pour pouvoir te dire les choses. Ouais. Et Auguste le sait très bien. Moi, avant de mettre sur le marché un nouveau produit, une nouvelle recette ou peu importe, je fais toujours, comme en comité restreint, une dégustation. Très important. Dites-moi, voilà ce que je veux mettre sur le marché, voilà ce que je veux ajouter sur mon menu. Qu'est-ce que vous en pensez? Point négatif, point positif. Et avant même de moi-même fixer le prix, je vous demande, vous, vu la quantité et la saveur, à combien vous êtes prêt à payer ça? N'importe ou pas que c'est moi, mais juste comme ça. Et en fonction des prix qu'ils me donnent, moi, en amont, j'ai eu à effectuer au grammage, voir combien ça me coûte, à mettre le temps, l'expertise, tout ce que tu veux, tout ce qu'il faut pour avoir le prix final que tu proposes. Et en fonction de ça, je vois, psychologiquement parlant, les clients peuvent être dans quelle tranche, tu vois. Et après, maintenant, petit à petit, tu peux t'ouvrir à des personnes qui ne sont pas de ton entourage. Tu proposes, comme dire, lorsque tu achètes tel item, tu as tel item gratuit. Lorsque tu commences, tu vois, 50% de réduction, pour voir maintenant le retour des clients avec qui tu n'as aucune attache, pour voir maintenant, en fonction de eux, leur retour, il faut beaucoup être ouvert aux critiques, surtout dans ce domaine-là. Ouais. C'est ça, c'est sûr qu'il faut être beaucoup ouvert aux critiques. Si tu n'es pas ouvert aux critiques, tu seras fatigué. Ben, c'est sûr que tu seras fatigué dans le sens où, si tu n'es pas ouvert aux critiques, tu vas te donner au maximum. Moi, ben, je ne dirais pas que je ne suis pas ouvert aux critiques, mais moi, je veux toujours que les critiques soient positives. Donc, quand mais moi, je m'auto-critique. C'est important. Toujours. L'introspection est très, très important. Alors, quand moi, je cuisine quelque chose, je dis toujours à mon époux, je n'aime pas, ce n'est pas bon. Elle me dit, mais si c'est très bon, je dis, ce n'est pas bon. Parce que je n'aime pas. Donc, et c'est vraiment ça aussi qui est très, très important. Et c'est quelque chose qu'on a appris. Ben, ça, c'est sûr que c'est à l'école qu'on a appris. Tu ne sers pas quelque chose que toi, tu sais que tu ne peux pas manger. Donc, je me vois mal servir aujourd'hui à un client une nourriture que je sais que moi-même, je ne peux pas manger. Donc, combien de fois j'ai eu des livraisons où j'étais en retard, il y a eu des retards. Je n'ai pas dit au client, il y a eu un problème technique. La plupart du temps, ce problème technique, c'est que j'ai goûté et je n'ai pas aimé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Soit que la nourriture, la cuisson, c'était trop cuit, ou c'était pas assez cuit, ou c'était cramé, ou il y avait quelque chose. J'aurais pu, moi, en tant que... J'aurais pu survivre. J'aurais pu l'envoyer au client. Des fois, mon époux me dit, oh non, c'est bon, c'est passable. Je dis, non, c'est pas passable. Je ne veux pas parce que pour moi, ce n'est pas mon image. Parce que moi, je sais que si je reçois quelque chose comme ça, je vais pas être content.
Donc, même si je sais que le client qui est en face de moi serait content parce qu'il ne connaît pas mieux, mais moi, à mon âme et conscience, je sais que je ne serai pas content, donc je ne le sais pas. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Tu vois, moi, la question que ça m'amène à poser, c'est que, avec tout ça, pour toi qui as l'expérience de la cuisine, qui as l'expérience de l'administration de la cuisine, qui as l'expérience également de donner des cours en cuisine sur certains points stratégiques, et qui maintenant tu le trouves maintenant, quoi qu'on dise, parce que on va dire, tu aurais pu bien rester dans tes postes où tu as le côté administratif, où tu donnes, tu dispenses tes cours, tout ça. Je veux dire, c'est une autre manière d'exprimer ta passion également. Mais tu as fait le choix, quand tu t'attends, même si c'est une situation qui t'y a amené, mais je sais de comment je discute, je sais que tôt ou tard, tu aurais fini. Oui, voilà, c'est pas une affaire de Covid, mais tôt ou tard, tu aurais fini par mettre le premier. La Covid a accéléré la mise en place. Accéléré trop même, parce que c'est ça que j'attendais. C'est ça, en fait. C'est ce que j'attendais. Donc, pour moi, avec tout ce bagage que tu as, l'expertise que tu as, et l'expérience que tu as aujourd'hui, même avec ce bagage, quel est le truc le plus difficile que pour quelqu'un d'expérimenté comme toi, qui a fait les cours, qui a cuisiné pendant longtemps, c'est quoi la difficulté aujourd'hui pour toi, même dans la passion de faire Chef Factory? Ce qui est difficile pour moi, c'est quand les gens ne reconnaissent pas l'effort qui a été mis dans ce que tu fais. Les gens ont tendance à banaliser beaucoup de choses. Moi, je dirais, par exemple, aujourd'hui, quand tu donnes tes prix, par exemple, des clients qui vont venir te présenter un produit, ils vont venir te demander une soumission, et puis tu leur donnes le prix, ils vont dire, ah, pour du tchèque, mais moi, je peux faire ça à la maison. Ah, ouais, ça fait mal. Mais tu vois, en fait, d'accord, tu peux faire la maison, il n'y a pas de problème. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est un effort que tu fournis. Tu prends ton temps, tu cuisines. Donc, tu mets ta passion, tu mets ton expertise, tu mets ton intelligence, tu mets ton amour. Parce qu'en fait, ce que les gens moi, quand je mange de cuisine, je peux savoir quand quelqu'un a cuisiné avec amour. Il y a des personnes... Moi, je préfère avec amour. C'est ça, il faut cuisiner avec de l'amour. Il y a des nourritures que tu manges, mais tu manges, moi je le dis, ton âme n'est pas en paix. Ton âme n'est pas... Il y a quelque chose. Tu n'es pas content. Mais pourquoi? Parce que tu sais que la personne n'a pas mis cet amour. Ou la personne n'a pas mis ce qu'il faut. Et c'est ce que moi, que je trouve difficile. Moi, je suis cette personne qui... Je ne fais pas les choses à demi-mesure. Et tout le monde me connaît pour cela. Et tout le monde le dit. On dit, oh, Joseph, lui, on sait qu'il ne fait jamais rien avec demi-mesure. Et c'est pour ça que, d'un côté, les gens me font confiance. Ça me permet aussi d'être crédible. Donc là où je fais, là où je vais, là où je passe, je laisse quand même ces traces. Et ces traces-là, c'est des traces de bonnes traces, des traces de crédibilité. Alors, quand je vois que des personnes ne respectent pas ça, moi, je prends beaucoup d'honneur ou je prends beaucoup d'intégrité dans ce métier que j'ai choisi, qui est la cuisine. Donc, c'est un métier, comme tous les autres métiers. Donc, je prends ce métier vraiment au sérieux. Donc, quand je vois des fois qu'il y a des personnes qui rentrent dans ce domaine et qui font tellement de choses qui entachent le métier, donc moi, ça me dérange. Donc moi, c'est soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Si je ne veux pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Et puis, on passe à autre chose. Et c'est cette difficulté que j'ai. Je dirais que c'est un de mes défauts où, des fois, on me dit, oh, mais tu sais, des fois, il faut pouvoir fermer les yeux. Je dis, non, je ne peux pas. Je n'arrive pas à fermer les yeux parce que quand je dors, quand je me couche, je ne peux pas dormir. Nous, chez nous, on a un dicton qui dit, il faut que tu fasses les choses quand tu te couches, tu dors. C'est vrai. Je veux que quand je dorme, là, surtout parce que là encore, c'est la passion, c'est l'intégrité, c'est la crédibilité qui est en jeu. Même si la personne peut ne pas savoir. Il faut s'entendre, hein. Dans ce domaine-là, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour avoir de l'argent facilement. Mais, selon moi, est-ce que c'est un bien acquis? Non. C'est la question. Est-ce que je veux avoir des milliards bâtis sur vraiment beaucoup de mensonges? Ou je veux avoir des millions
et puis être en paix. Ouais. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Moi, personnellement, c'est ça, moi, mon truc. Et c'est là que des fois, les gens me disent, ouh, toi, ton entrepreneuriat, c'est compliqué. Non, parce qu'on a des cas où des gens ont commencé à faire de la nourriture, ça a marché. Et dès qu'ils ont eu un peu de crédibilité, tu sens que dans le système de service, ça dans le système même, le truc, c'est pas que l'entreprise n'est pas pérenne, mais si tu prends un client qui a commencé avec lui peut-être en 2005, et aujourd'hui, on dit par exemple en 2010, lui, il va te dire que bon, que c'est parce qu'il n'a pas, c'est là-bas qu'il connaît, mais sinon, véritablement, il y a des goûts qui ont changé, ou bien dans le service, il est venu, il n'a pas eu la même réactivité. Mais c'est ça. Vrai. Mais encore une fois, pourquoi, moi je me dis, mais pourquoi cette personne s'en sort, arrive à s'en sortir? C'est parce que quand même, cette personne ou ces entreprises ont pu marquer leur empreinte. Ce qui fait que tu tournes, tu montes, tu descends, tu tournes, tu vas revenir à eux. Bon, on va dire c'est le moins... Désolé. Le moindre mal. C'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Donc, tu n'as pas le choix. Moi, il y a des entreprises ici, je n'aime pas leur service à la clientèle. Mais je n'ai pas le choix. J'aime ce qu'ils font. Que ce soit comme nourriture, que ce soit comme dans les services, je n'ai pas le choix. Ou c'est eux qui sont là, c'est eux qui me donnent le service dont j'ai besoin. Donc, mais c'est que ces personnes ne se rendent pas compte. Quand tu regardes ces personnes-là, même quand tu regardes ces employés, ces chefs d'entreprise, ils ne sont pas heureux. Moi, je vois des chefs d'entreprise, tu sens qu'ils ne sont pas heureux parce que ce qu'ils font là, ils ne le font pas correctement. Donc, tu ne le fais pas correctement. Mais aujourd'hui, toi, tu parles. Moi, je parle, je te critique. Oh, toi, la tête, oh, c'est vraiment, tu vois, c'est le moindre. J'ai pas le choix. Mais en quelque sorte, les gens ne savent pas comme, mais c'est comme une malédiction. C'est vrai. C'est pas une bénédiction. C'est une malédiction, en fait. Je viens chez toi, mais je n'ai pas le choix. Mais en fait, les gens n'ont pas. Tu ne produis pas. C'est juste que parce que ton produit est bon. Mais le jour où tu vas avoir cette personne, où tu vas avoir cette qualité, cette personne qui va venir et qui va sortir un produit qui est égal au tien, là, mais tu vas voir que les gens vont te lâcher rapidement. Mais malheureusement ou heureusement, il y a certaines personnes qui ont cette chance. Oui. Qu'ils ne peuvent pas, ils ont ces chances où, quel qu'il en soit, les gens viendront toujours à eux. Mais moi, je trouve que c'est vraiment ça le point le plus difficile. Et l'autre chose qui est difficile, en tant qu'entrepreneur, c'est sûr qu'en tant que restaurateur, je n'avais pas ce problème. Parce que restaurateur, en tant que chef, je sors mon menu, je dis au propriétaire, c'est ça le prix. Lui, il met dans sa carte de menu. Les clients viennent, ils achètent. Donc, c'est cher, c'est pas cher, ce n'est pas mon problème. Ce n'était pas mon problème. C'est sûr que j'avais une base, j'avais des balises, j'avais un certain montant que je ne devais pas dépasser. Donc, ça, je le savais. Donc, par exemple, là où j'étais... Et ce qui était bon, c'est que moi, j'ai quand même pu expérimenter les deux côtés. Le premier restaurant où je travaillais, nous, on chargeait jusqu'à 50, 70, 80 dollars. Je suis allé dans un restaurant où le maximum, c'était 20 dollars quand je commençais. Donc, tout ce que je devais produire, avec mon coût là, avec mon prix de vente, le prix de vente devait être 20 dollars. Donc, je devais m'arranger pour que le prix de vente là, c'est 20 dollars. En comptant la rentabilisation. La rentabilisation, tout. Donc, c'était 20 dollars. Donc, ce qui fait que j'ai eu du mal au début parce que je venais d'un restaurant où on ne respectait pas ça, là. On était vraiment dans les high level, là, c'était fine dining. Et là, je viens dans un mode brasserie, où la brasserie, c'était difficile. Accessible à tout le monde. Mais bon, ce qui était bien, et ce qui a été bon, et ce qui m'a vraiment beaucoup forgé, c'est que malgré cela, j'arrivais à produire de bons mets et de bons plats. Et nous, on faisait tout from scratch. On faisait tout était produit dans la maison. Des vinaigrettes, tout. Et c'était une brasserie. Imagine-toi qu'on doit brasser 4 millions. Donc, combien d'employés tu devais avoir? Il y a des employés qui ne pouvaient pas qui ne supportaient pas la cadence. Moi, je faisais des heures astronomiques. Mais en vérité, sur un plan managérial, c'est très malin parce que le coût de revient est plus intéressant. C'est ça. Parce que si tu fais tout dans la maison, le coût de revient, avec même le choix des quantités, des légumes, ouais, c'est malin. Ça fait gagner même du temps. Pas forcément.
Sur un certain point. Sur un certain point. Ouais, sur la fraîcheur. Ouais. Sur la fraîcheur, et si tu veux éviter tout ce qui est... Moi, je dis toujours, on n'a pas ces additifs et tout cela. Mais là où ça te prend un peu plus, ça te coûte, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Ça, c'est sûr. Définitivement. Parce que... C'est ça, en fait. En fait, là, quand tu fais tout dans la maison, par exemple, moi, si j'achetais, par exemple, mes ailes de poulet, si j'achetais, par exemple, mes steaks et tout ça, là, que j'ai acheté déjà tout, ça me sauvait. Je n'avais pas besoin d'avoir un gars qui faisait de la préparation, des mises en place. Donc, moi, j'avais 2 à 3 personnes qui faisaient la mise en place. Eux, c'était ça de leur travail, mise en place. Ils font juste la mise en place. Après, tu as tes cuisiniers de ligne. Donc, qui doivent venir pour faire la cuisine de ligne. Donc, si aujourd'hui j'achetais tout, donc qu'est-ce que j'avais besoin? Tout était dans les boîtes déjà fait, juste à mettre au micro, juste à mettre en friteuse ou à mettre au four. Ça te prend rien là. Ça te prend pas d'employés en fait. Donc j'avais déjà ces 3 employés que je n'avais pas. Il y a déjà 2 chaînes au moins du système qui est éliminé. Mais tu dois aussi avoir un grand espace. C'est ça, et on avait un très petit espace. Il y a le stockage, il y a le plan de travail. Je te dis, c'était terrible, c'était petit, et puis c'était dans un building historique que tu ne pouvais pas toucher. Tu peux rien faire. Tu peux pas agrandir, il y a plein de noms. Ajouter des fourneaux. Tu peux rien faire. L'installation même pour refaire, même la conduite. Oui, mais parce que c'était des trous, c'était des briques, le mur là c'était des briques. Tu voyais les deux là, ça tombait comme ça. Chaque année tu voyais un peu qui tombait. Ça tombait. Il y avait un morceau qui tombait. Donc ce qui fait que ça m'a beaucoup forgé. Mais malgré ça, on faisait des miracles. Donc nous, on se disait qu'on sortait des miracles parce que dans ce petit établissement-là, on arrivait à sortir 4 millions. Et pourtant, quand on dit des 4 millions de chiffre d'affaires, c'est peut-être des hôtels qui le font. C'est peut-être dans les hôtels qu'on en parle, des choses comme ça. Mais nous, c'était vraiment exigu. Il y avait des trucs partout. On devait vous appeler la brigade de l'impossible. Mais oui, c'était ça. Et en fait, c'était vraiment mission impossible. C'était vraiment mission impossible, mais... Si tu es avec une bonne organisation, avec une bonne gestion, avec une bonne éthique de travail, ben, tu t'en sors. C'est juste que là, c'est go. C'est-à-dire que quand tu as la mise en place, quand tout est bien fait et que ça sort, tu sors, les gens, ça rentre. Et puis, tu as le roulement là. C'est ça, le roulement. Tu as le roulement et puis bon, on était quand même bien positionné. Donc, ça ne nous dérangeait pas. Donc, mais c'est sûr que c'était le paradis, les 2-3 premières années. Et puis après, c'était l'enfer. Parce qu'en fait, les générations ont changé, les nouvelles générations, les générations, disons, comme je les appellerais, les générations 2000, n'acceptent pas certaines choses. Donc, ils ne veulent pas certaines choses. Donc, ils ne veulent pas... En fait, moi, cette optique ou cette évolution dans le travail que j'avais, eux, c'était la facilité. Eux, c'est bon. De nos jours, là, c'est pas mauvais. La facilité, c'est pas mauvais. Mais c'est sûr que... Et on le voit même nous, à l'école, on le voit. On est obligé de changer certaines techniques parce qu'on questionne tout. Moi, j'étais l'employé ou j'étais l'étudiant qui... Quand je me dis oui, chef, je ne pose même pas de questions. Même si j'ai la question dans ma tête là. Je vais peut-être essayer de réfléchir, je vais essayer de voir comment je vais parler au chef. Mais chef, et puis je vais peut-être attendre 1 semaine, 2 semaines. De bien mûrir. La question même. Mais c'est même pas que tu as mûri, même. Il y a longtemps même. C'est même pas de. Mais chef, même. La dernière fois même, je suis arrivé à la maison et puis j'ai posé la question. Je me suis demandé, mais ça. Et là, tu vois que le chef ne se sentait pas questionné. Mais de nos jours, là, c'est au chaud. Tu lui dis ça, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux que je fasse ça comme ça? Moi, j'ai une technique là, c'est plus facile. Si je fais ça comme ça là. Ou bien tu vas te dire, je fais ça. Et moi, ça m'arrivait souvent. Je dis à l'employé, fais ça comme ça. Derrière moi, il va faire autre chose. Mais moi, je passais toujours. Et puis bon, j'aimais rester toujours aux alentours de voir. Donc, je regardais, j'observais. Mais c'est quand même difficile. De nos jours, je te l'accorde, il faut le dire, c'est quelque chose qui est difficile. La passion que moi j'avais, la rigueur que j'avais, je suis obligé de mettre de l'eau dans mon vin. Donc il y a beaucoup de choses de nos jours et c'est quelque chose aussi que j'ai avec T-Factory. Et c'est pour ça que je ne me presse pas trop pour engager dans l'expansion parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas contrôler. Et les coûts sont devenus astronomiques. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Donc,
c'est pas facile. En ce moment-là, les entrepreneurs, on a chaud. En tout cas, dans la restauration, on a chaud. J'imagine. On a chaud. Ça même, ce serait bien de rendre en même temps un grand hommage à toutes les papas, les mamans qui sont dans le street food parce que eux, ils ont quand même développé cette capacité-là eux-mêmes de, par exemple, pour le Burkina, le poulet, ils vont te frire le poulet, mais tu vois, ils n'ont pas les outils pour savoir quelle est la température du feu, tout ça. Non. Mais tous les jours, tous les 7 jours de la semaine, lorsque tu vas venir manger, ça sera toujours le même goût, ça sera toujours très bien, et il ne va pas couper ta viande, ton poulet pour goûter, pour savoir si c'est prêt. Non, à l'œil et à l'expérience, il sait reconnaître lorsque, ok, là, c'est ce que je voudrais vendre, c'est la sensation que je voudrais communiquer. C'est ça. Et ils sont toujours dedans. Ils sont toujours dedans. Et ils sont toujours dedans. Et si tu regardes sur les personnes, ils font toujours la même chose. Donc, tu vois qu'ils restent qui ils sont. C'est ça, ils se spécialisent dans ils ont leur identité. Leur identité, et puis c'est tout. Il ne faut pas les fatiguer dans autre chose. Donc, si celui-là, il y a une... Comme je sais qu'il y a ça partout, tu as cette vieille dame-là, depuis que tu la connais, depuis que tu as peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, 4 ans qu'elle a commencé à comprendre, là, elle a toujours vendu arachide. Tu vas là, même à ton âge, là, tu vas la voir, elle est toujours en train de faire son arachide. C'est toujours même arachide. Parce que c'est ça que elle connaît. Et il reste à ça. Donc, et ça, c'était aussi un autre style dans ces générations. Ce sont ces générations où, par exemple, comme nos parents, ils étaient capables d'être dans un lieu de travail et puis faire 40 ans, 50 ans de service. Ça ne les dérangeait pas. De nos jours. Après 5 ans, 10 ans, tu commences à réfléchir. Tu reçois les CV là, chaque 6 mois, 3 mois, la personne a changé. Mais ça c'est les nouvelles générations. Moi, par exemple, et je le dis, là où je suis stable. Pour me faire quitter, et c'était la même chose. Si ce n'était pas aujourd'hui que il y aurait eu la pandémie, moi je serais resté là-bas, je n'aurais jamais parti de Chef Factory. Et je l'ai dit à mon épouse, il va apprendre vraiment quelque chose. Si le jour que moi je vais quitter là, que je vais créer mon entreprise, il va vraiment falloir que l'entreprise ça ferme ou qu'il y ait quelque chose. Et on dirait que Dieu lui n'aime pas quand tu parles des choses comme ça. Et quand Chef Factory est arrivé, mon épouse a dit voilà, c'est ce que tu attendais. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc ce qui fait que, mais ça c'est encore moi ma génération. C'est-à-dire que ma génération, c'est vraiment je suis encore un peu dans la génération des anciens temps là où quand je suis quelque part, je me stabilise, je ne veux pas bouger. Mais il y a des personnes, par exemple, les gens qui ont LinkedIn, par exemple. Je reçois toujours, mais des fois, moi, je me dis, mais pourquoi tu m'approches? C'est quoi ton problème? Est-ce que je t'ai dit que je recherchais quelque chose? Mais tu vois, alors qu'il y a d'autres personnes, de nos jours, eux, ils attendent ça, ils veulent ça. Ils veulent toujours avoir cet avancement. Moi, je serais peut-être plutôt apte à vouloir avancer dans la structure où je suis que de quitter. Alors qu'il y en a qui sont prêts à vaciller. Ben moi, c'est une nouvelle génération, une nouvelle mentalité que je respecte. Est-ce que je suis capable de faire ça? Je pense pas. Je pense que en vérité, même une des choses aussi que je pense que nous devons aussi dire aux entrepreneurs, c'est que il n'y a plus de modèle d'entrepreneur typique. Non. Il n'y a pas de modèle même de carrière typique. En vérité, chacun... Parce que souvent, on se voit aujourd'hui qu'avec l'entrepreneuriat, tu vois, comme les réseaux sociaux, ça expose énormément. Oui. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont en manque d'identité. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je trouve que les gens sont en manque d'identité. Ouais, ils s'identifient pas. Ce qui fait que ce manque d'identité-là même se retransmet même dans leur rendement. Parce que tu vois, toi, tu sais que c'est pas que tu n'as pas la capacité d'évoluer, c'est pas que tu n'as pas la capacité de partir autre part, mais tu sais que ce qui fonctionne avec toi, c'est le domaine dans une certaine stabilité. Si on a l'intérêt puis on bouge, Dieu merci, mais toi tu veux ta stabilité, ça te permet de mieux voir et de faire un équilibre sur ta vie personnelle, mais également sur ta vie professionnelle. Donc je pense que le bilan aussi pour les entrepreneurs, c'est que cherchez vos identités, tout simplement. Il faut s'identifier. Identifiez-vous. Ouais, c'est très très important. Je pense que ça impacte même beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Ça impacterait. En tout cas, je pense que il y en a qui ont su s'identifier. Ouais. Il y en a qui savent s'identifier, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas où ils sont. Ils font un peu de tout, mais ils vont trouver leur voie. Je pense qu'ils trouveront leur voie. Il faut juste que c'est une question de génération, c'est une question de réflexion. Il y en a qui veulent faire beaucoup de choses à la fois. Mais c'est sûr que il faut. Moi,
l'authenticité là, il faut pouvoir, quand tu sais qui Joseph est, tu sais que Joseph c'est Chef Factory, c'est le chef, c'est tout ce qui va avec. Mais si tu vois par exemple Joseph et que si aujourd'hui tu te lèves et que je me lève et que je dis que je vais par exemple peut-être me mettre dans la mode, bon, j'aime m'habiller, j'aime les belles choses, mais est-ce que je vais pouvoir m'exprimer autant? Peut-être pas. Parce que ma passion, moi, c'est la cuisine. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, chacun a sa passion. Là. Eh bien, il est libre. Les gens sont libres aussi d'avoir plusieurs passions. Non, définitivement. Mais je pense que c'est comme tu as dit. Je pense que même quand tu as plusieurs passions, le fait d'avoir une identité, ça se retrouve dans tout ce que tu vas faire. Parce que même si quelqu'un dit aujourd'hui, moi je fais de la communication, mais toi tu dis par exemple que tu fais Chef Factory, et que si même tu te lèves demain pour dire que finalement tu es dans la production d'épices ou dans la production par exemple de tenues de cuisine, mais tu vas faire par exemple des habits, en fait l'identité que tu as donnée, on sent que ça va retransmettre sur le tout et ça va même genre ça va fidéliser ceux qui étaient déjà là, ça va les fidéliser et les autres vont dire ah oui en fait j'attendais un truc comme ça mais voilà il a retransmis ce peut-être les gens n'aiment peut-être pas manger le chef mais tu as retransmis cette culture là dans ça donc ça va toujours rester quelque chose de... Et il y en a qui le font et qui le font très très bien. J'encourage, c'est vraiment bon et c'est sûr que nous aussi en tant qu'entrepreneurs, c'est sûr qu'il y a le chef mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont venir qui auront un rapport avec le chef à coup sûr, c'est vrai. Et surtout quand tu prends de l'âge en tant qu'entrepreneur, tu pourras pas toujours rester derrière les marmites là. Il y a ce devoir là de se diversifier, de pérenniser ce que tu as lancé. C'est ça. Donc c'est vraiment ça. En tout cas, vraiment, je ne saurais bouder mon plaisir, je veux dire ça comme ça, de remercier José parce que là, je m'attendais à un échange qualitatif. Ça, je ne mens pas. Mais j'en ai appris même plus que ce que j'imaginais. Et je suis content vraiment de l'ouverture que tu as eue avec nous aujourd'hui. Vraiment, je pense que au-delà de juste la cuisine, je pense qu'on a discuté de certaines choses qui peuvent se transmettre dans l'entrepreneuriat dans sa globalité, autant sur ton parcours personnel que sur le parcours même de la restauration en lui-même. Je ne sais pas pour toi, Giovanni, ce que tu en penses. Moi, je suis totalement d'avis avec toi. Moi, j'ai beaucoup appris. Il y a, pendant certains moments, j'étais comme, oh waouh, tu vois, j'étais comme plus. C'est vraiment un honneur de pouvoir te recevoir ici. Et tu nous as clairement honoré de par ta présence, mais aussi de par ton expérience. Parce que l'expérience, c'est quelque chose qui, en vrai, se vend. Et le temps. On a passé une bonne période, je pense. À un moment, on savait tous qu'on était dans une certaine plage, mais c'était tellement intéressant que on ne pouvait pas s'arrêter de parler. Ça, vraiment, ça fait plaisir. C'est ça. C'est un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Moi, je dirais que c'est à vous l'honneur. Parce que je dirais peut-être que c'est peut-être ma deuxième, troisième interview, de pouvoir être sur un plateau avec des personnes et puis de pouvoir partager mon expérience avec tout un chacun. C'est sûr que on parle de tout, on parle de rien, on dévie, peut-être que des fois on est hors sujet ou peut-être que ça va pas là où on doit aller. Mais quel qu'il en soit, c'est toujours bon de partager. Moi, j'ai pas de difficulté, j'ai pas cette difficulté à partager mon parcours, à partager qui je suis, à partager ma passion. Et puis, c'est toujours un honneur de pouvoir être sur un plateau avec des frères, avec des personnes qui au moins portent un regard et qui respectent. Parce que c'est quand même une considération pour le métier. Donc, moi, ce sera toujours un plaisir d'aller sur un plateau et puis de parler de la cuisine, de parler de la restauration. Parce que c'est ce que je connais. C'est dans ça que j'ai grandi et c'est de pérenniser parce que c'est sûr que de nos jours on s'en rend pas compte. Nous on le sait à l'intérieur de nous-mêmes. On sait que cette cuisine, que la restauration est en train de changer. Donc la restauration que nous connaissions traditionnelle est en train de plus en plus évoluer, de plus en plus devenir un peu plus technique, un peu plus je dirais, haut de gamme dans tout ce qui est les nouvelles méthodes, tout ce qui est dans les réseaux, même dans les équipements. Hein. Nos équipements ont évolué et ça a évolué avec le temps. Si on se rend compte que maintenant, on a des fours qui sont capables de faire tout, qui sont comme des robots, on leur dit juste quoi faire et puis ils produisent. Donc, je me dis que c'est toujours quand même bon de pouvoir
partager un peu ce savoir que nous avons eu de certaines années, parce que je sais qu'il y a certains restaurateurs, il y a certains chefs qui sont de grands chefs, de grandes personnalités, mais qui n'auront pas eu peut-être certaines expériences. Moi, les expériences que j'ai eues avec des chefs haut gradés, des chefs qui avaient quand même beaucoup d'expérience, ils avaient des... j'oublie le terme là, et ils avaient quand même... en tout cas... Du bagage, mais des chefs étoilés. Okay. Donc, c'était quand même une expérience. Donc, je pense que c'est pas tout le monde qui a cette expérience, qui a cette grâce. Donc, je pense que c'est toujours bien de pouvoir partager. Et puis, et encore, ça met Chef Factory. Pour ceux qui ne connaissent pas Chef Factory, qui n'ont jamais entendu Chef Factory, ou pour tous ceux et celles qui veulent présenter leur culture, présenter à travers leur métier, leur pays, leur culture, c'est le moment. Je pense que c'est bien vu, c'est ouvert, surtout dans les pays où nous sommes, où les gens, on parle de diversité, on parle de pluriculturalisme. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est le moment. C'est le moment vraiment de pouvoir se mettre au travail et puis de partager ce... Non, c'est en tout cas, tout ce que moi je peux dire avant de passer à la dernière rubrique. Vous êtes à Ottawa-Gatineau, je dirais même Montréal, je dirais même Edmonton, je dirais même Toronto, je dirais même Vancouver, pour ceux qui sont là-bas. Alberta même. Ciao. Même ceux qui sont en Alaska, si vous voulez, on peut vous retrouver là-bas. C'est ça en tout cas. En tout cas, vous recherchez du tchèp, vous cherchez de la chaleur africaine, des saveurs, et même, j'ai même envie de dire des sonorités, parce que la culture et la nourriture, on la sent partout. C'est ça. Une seule adresse pour vous. Chef Factory. Vous avez du chef, vous avez des pastels, vous avez des choses, mais si je dis, c'est pas bon. Allez-y, vous allez voir. C'est ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Donc, avant de te poser les dernières questions qu'on voulait te poser comme la rubrique, j'ai envie de te demander qu'est-ce que nous pourrions, du moins, souhaiter à Chef Factory aujourd'hui. Ce que vous pouvez souhaiter à Chef Factory, c'est bon vent. C'est toujours, je dirais toujours la passion. Il faut me souhaiter toujours la passion et la persévérance. Parce que c'est sûr que, comme je dis, il y a des moments, il y a des hauts, des bas, face à certaines situations, face à certains produits, certaines situations, certaines collaborations que tu as où tu te dis, mais à quoi bon se donner? C'est vraiment la passion, la persévérance et puis de continuer comme ça, sur cette lancée. Moi, je dirais que c'est vraiment ça que, ce que moi je souhaite, c'est que les gens me souhaitent, c'est de n'avoir à jamais changer. À ce que Chef Factory qu'ils ont connu, même si Chef Factory grandit, mais que cet amour et que cette passion que je donne en ce moment à travers mes plats, à travers ma nourriture, que je ne la perde pas, que je la garde. Que je garde cette passion et que je garde vraiment cette persévérance. Que je puisse persévérer, que je puisse vraiment monter dans les échelons et qu'on puisse entendre parler de Chef Factory partout dans le monde. C'est vraiment ça que je souhaite. Eh bien, je pense que c'est tout ce que nous te souhaitons. Merci beaucoup. Et nous espérons que d'ici là, que Chef Factory devienne aussi grand et aussi beau que nous l'espérons. Oui. Que Toumdé puisse toujours être à vos côtés. Parce que notre premier slogan, je dirais, c'est d'être le plus proche des entrepreneurs, les accompagner, les édifier, les magnifier comme on peut. Et on espère pouvoir toujours rester de l'aventure comme on commence aujourd'hui. Quoi qu'on dise, on a mangé Chef Factory, mais on vous fait manger Chef Factory par Toumdé aussi. Donc manger, on va continuer à manger.